puisqu'il s'agit, on l'a Voilà. reconnu, de Sergueï Shoïgu à gauche, et puis, Kim Jong-un, voilà. le numéro un nord-coréen. Alors cette carte postale, cette carte blanche pour carte postale plutôt, que Shoigu nous envoie de Pyongyang, donc capitale de la Corée du Nord, grande démocratie comme la Russie, qui se ressemblent, s'assemblent, parce que Sergei Shoigu est en visite officielle en Corée du Nord. On le voit là déposer une gerbe au monument aux morts, notamment de l'illustration de la guerre de Corée, où la Corée du Nord, appuyée par la Chine, s'est battue contre la Corée du Sud, appuyée notamment par les Américains et par des bataillons internationaux, dont un bataillon français. Et Sergei Shoigu est venu renforcer la coopération militaire entre les deux pays. C'est important parce qu'effectivement, la Corée du Nord est suspectée de fournir, depuis le début de la guerre, enfin en tout cas les premiers mois de la guerre, des munitions à la Russie, et c'est un besoin pour ce pays, qui est un pays, la Russie, un pays frontalier. On va le voir sur la carte, c'est une frontière assez curieuse. J'ai révisé ma géographie, puisqu'en fait, la frontière entre la Corée du Nord et la Russie est une frontière de 19 kilomètres. On va l'apercevoir. Donc c'est vraiment c'est la Toute plus petite petite frontière, ouais. frontière internationale. Vous voyez la En haut à Corée droite, du Nord, oui. et en partant vers le nord-est, vous voyez la boucle de la Russie qui vient toucher, si je puis dire, parce qu'en fait c'est une frontière fluviale qui est traversée par le pont de l'amitié. Et ce pont de l'amitié, Sergei Shoigu veut la transformer symboliquement en pont à 4, 5, 6 voies, parce que ça faciliterait notamment... Alors je dis c'est symbolique, voilà, on voit le pont de l'amitié au-dessus du fleuve Tumen. Et donc la volonté de Shoigu, c'est de renforcer encore une fois cette coopération, avoir plus de munitions de la part du régime de Pyongyang. Et ça me permet aussi, cette carte blanche, de faire un tout petit focus sur la Corée du Nord, dont on parle beaucoup moins compte tenu de la concentration sur le retour de la guerre de haute intensité, mais qui continue à envoyer ses missiles nucléaires, sans charge, heureusement pour l'instant, mais voilà, on voit un des modèles qui est utilisé. Donc la Corée du Nord continue sa voie vers l'acquisition de la maîtrise totale de l'arme nucléaire, notamment pour les missiles balistiques stratégiques. Entre parenthèses, les États-Unis ne laisseront jamais la Corée du Nord arriver à une maturité totale pour la capacité de missiles balistiques intercontinentaux qui pourraient menacer les États-Unis. Le président Trump avait fait passer des messages à la Chine pour prévenir la Chine que jamais Washington n'accepterait le passage de ce seuil. Tout ça pour dire que il y a malheureusement peut-être des guerres en devenir dans la guerre qui a lieu aujourd'hui, où derrière le train d'une guerre, il y en a un second qui peut apparaître. Donc la Corée du Nord reste un pays extrêmement menaçant, et Shoigu donc va visiter un pays ami. Sans doute ira-t-il après dans une autre grande démocratie, l'Iran, et après la Chine, etc. Qui se ressemblent, s'assemblent. Bon, et en tout cas, il y a sans doute en filigrane le besoin d'avoir de nouvelles armes aussi, peut-être en Corée du Nord, et en voilà, Iran, surtout, ensuite. Ouais. Voilà, surtout des nouvelles munitions. Il faut rappeler que la Chine, grâce à la diaspora chinoise importante en Corée du Nord, la Chine s'est toujours servi de cette diaspora pour permettre à la Corée du Nord de contourner un certain nombre de sanctions qui ont été prises ces dernières décennies. Et la question qui se pose dans le volet quelle est la nature de l'aide chinoise militaire ou paramilitaire à la Russie, il y a, là c'est pas une information, c'est un point d'interrogation pour moi. Est-ce que la Chine peut utiliser aussi cette diaspora chinoise en Corée du Nord pour faire passer un certain nombre de choses, des composants électroniques, d'autres pièces qui pourraient arriver en Corée du Nord et transiter très facilement par le pont de l'amitié, qui est un pont reliant donc ces deux pays. C'est une vraie question, et peut-être que Poutine et Xi Jinping en parleront au mois d'octobre lorsqu'ils se retrouveront, puisqu'on a appris
que le président russe irait au mois d'octobre en Chine à l'invitation de son homologue. Votre carte blanche, Daphné Benoît, on poursuit d'ailleurs pratiquement sur la même thématique, en tout cas celle des armes. C'est ça, 27 milliards d'euros, eh bien c'est le montant historique des commandes d'armement reçues l'an dernier par la France. C'est tombé aujourd'hui. Ça n'avait jamais atteint un tel niveau et c'est déjà plus du double que ce que la France avait reçu de commandes d'armement l'année dernière et qui passait déjà pour être un très très beau score. Alors évidemment, cette performance, elle intervient dans un contexte d'explosion des dépenses militaires mondiales qui sont au plus haut depuis 30 ans et dans le contexte bien sûr de la guerre en Ukraine. Mais elle s'explique surtout par la success story de l'avion de combat que je viens de vous montrer, Rafale, produit par le groupe Dassault, dont le grand public a pu voir les prouesses techniques au Salon du Bourget en juin dernier. Cet appareil, en fait, il connaît aujourd'hui son heure de gloire, alors qu'il avait connu des débuts extrêmement poussifs lors de son lancement. On se souvient qu'il avait mis 10 ans après son entrée en service pour être vendu pour la première fois à l'étranger. Et plus personne n'y croyait d'ailleurs à ce moment. Oui, il y avait un vrai désespoir parce que c'est un très bel avion, mais en fait, il était réputé invendable à l'export. Et pourtant, le miracle s'est produit. Et aujourd'hui, c'est une déferlante de commandes sur cet avion. L'an dernier, les Émirats Arabes Unis ont commandé 80 exemplaires, ce qui est une commande absolument colossale. Et ça représente plus de 16 milliards d'euros. C'est pour ça que nos exports à l'armement ont été extrêmement dopés. Alors, parmi les autres succès à l'export, il n'y a pas que le Rafale. Il y a aussi 3 frégates vendues à la Grèce l'année dernière, ou encore les très belles performances du canon César à l'étranger, dont les Ukrainiens louent régulièrement la qualité. Donc, il y a 2 enseignements à tirer de ce chiffre vraiment inédit et historique. Tout d'abord, le Moyen-Orient reste le premier client de l'armement français, avec plus de 60% des commandes, ce qui est considérable. C'est bien loin devant l'Europe, qui représente à peu près un quart, et devant l'Asie. Alors ce constat, il gêne toujours un peu aux entournures l'exécutif français, à qui plusieurs ONG et parlementaires régulièrement reprochent des ventes d'armements à des pays, disons, peu respectueux des droits de l'homme, voire carrément soupçonnés de crimes de guerre, comme ça a pu être le cas avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite dans le cas du Yémen. Mais en réalité, in fine, c'est quand même la réelle politique qui prime. Rappelons que l'industrie de défense française, c'est 200 000 emplois directs et indirects, et que sans ces ventes, on ne pourrait pas maintenir notre modèle d'armée complet. Donc, voilà, premier constat. Et deuxième enseignement, eh bien, la France, avec ce chiffre, elle reste sur le podium des plus grands exportateurs d'armement au monde. Alors certes, loin derrière les États-Unis, mais juste derrière les Russes. Et avec la guerre en Ukraine, les sanctions commerciales et l'incitation des États-Unis auprès de ses clients à ne pas acheter russe, eh bien finalement, les ventes d'armement russes, elles ont reculé, en particulier vis-à-vis de l'Inde, qui est son premier client. Et même si les ventes auprès des Chinois et de l'Égypte ont augmenté, ben ça ne suffit pas pour compenser. Donc en réalité... Ils en ont besoin en Ukraine aussi, hein, donc on imagine qu'ils exportent un petit peu moins quand même. Oui, certes, ça c'est sûr. Donc en fait, dans les prochaines années, il se pourrait bien que la France vole à Moscou la 2e place sur le podium des plus gros vendeurs d'armes du monde, que l'on s'en réjouisse ou pas.